Ma pauvre camarade de classe n'avait pas les moyens de déjeuner. Alors, j'ai partagé le mien et nous sommes devenus amis. Elle a déménagé. Mais 15 ans plus tard, après mon divorce avec ma femme infidèle, une belle femme est apparue derrière moi et m'a dit, « Tu sais comme certains souvenirs restent collés à la tête comme du chewing-gum sur un trottoir brûlant ? Eh bien, celui-ci est collé là depuis que j'ai 10 ans, et croyez-moi, j'ai essayé de l'effacer plus de fois que je ne peux le compter. Mais nous voilà, une vingtaine d'années plus tard, et je peux encore sentir l'odeur mystérieuse de la cantine et entendre le bruit des plateaux repas en plastique qui s'entrechoquent comme une sorte de percussion d'école primaire sortie tout droit de l'enfer. Tout a commencé en CM2, ce qui, soyons honnêtes, est en quelque sorte le traumatisme mineur de l'enfance. On venait d'être transféré dans de nouvelles classes pour l'année. Vous savez comme les écoles aiment tout bouler comme une boule à neige juste pour nous voir tous nous installer dans de nouveaux schémas de maladresse sociale. Notre nouvelle enseignante était Madame Dillard, et elle était de ces éducatrices qui parvenaient à la fois à être strictes comme un sergent instructeur et assez jeune pour se souvenir encore de ce que c'était que d'être choisi en dernier pour une partie de balle aux prisonniers. Elle avait ce regard qui vous faisait vous demander si elle pouvait lire dans votre âme, ou du moins comprendre que vous n'aviez pas fait vos devoirs de maths. La salle de classe sentait le désinfectant et les rêves brisés, avec ces néons qui bourdonnaient au-dessus de votre tête comme des guêpes en colère enfermées dans des prisons rectangulaires. Vous savez, ces néons. Ils scintillent juste assez pour vous faire douter de votre santé mentale, mais pas assez pour être remplacés. Les bureaux étaient disposés en rangées ordonnées que les professeurs adorent, car cela leur donne l'impression de diriger une petite opération militaire, avec des places assignées qui, d'une manière ou d'une autre, réussissaient toujours à placer l'élève bizarre à côté de l'élève populaire, créant ainsi plus de tension sociale qu'une émission de télé-réalité. J'étais assis à ma place, rêvassant probablement de tout et de rien, sauf de ce que Madame Dillard nous enseignait. Les tables de multiplication, peut-être, ou le monde passionnant de la majuscule des noms propres. Vous savez comment c'est quand on a 10 ans. Votre capacité de concentration est plus courte que la mémoire d'un poisson rouge, et tout ce qui se passe à l'extérieur de la classe semble infiniment plus intéressant que ce qui se passe à l'intérieur. C'est là que j'ai remarqué. Elle, Marbelle. Elle était assise juste à côté de moi, un endroit idéal pour échanger des mots ou faire des grimaces. Mais elle était silencieuse comme une souris d'église un dimanche matin. Pas le genre de silence qui crie « je complote un plan machiavélique ». Mais le genre qui murmure « j'essaie vraiment de ne pas me faire remarquer ». Ses vêtements semblaient avoir fait plus d'histoire qu'un ours en peluche adoré. Et ses chaussures faisaient de leur mieux pour tenir ensemble, mais on voyait bien qu'elle menait une bataille perdue d'avance contre le temps et probablement trop de flaques d'eau. Quand l'heure du déjeuner est arrivée, et croyez-moi, à l'école primaire, c'est le Super Bowl des interactions sociales. Tout le monde a commencé à sortir ses boîtes à lunch et ses sacs en papier comme pour dévoiler des coffres au trésor. Il y avait le groupe habituel de sandwichs au beurre de cacahuète et à la confiture, les enfants branchés lunchables, l'élite si vous voulez, et son contingent de thermos de soupe maison qui nous a tous fait remettre en question nos choix de vie. C'est là que Madame Dillard a lâché la bombe qui allait me rester en mémoire à jamais. Elle regarda Marbelle droit dans les yeux, avec ce regard glacial qui pouvait geler l'eau en juillet, et dit, « Marbelle, puisque tes parents ne t'ont pas payé ton déjeuner, ne mange pas aujourd'hui. » Comme ça. Sans édulcorer, sans la prendre à part pour une conversation privée, sans tenter de gérer la situation avec la moindre décence humaine. Juste une annonce publique qui se résumait en gros à « Salut tout le monde, la famille de cette gamine est ruinée, alors regardons-la tous s'asseoir ici et avoir faim pendant que vous savourez vos nuggets de poulet. » La cafétéria ne se tue pas comme dans les films. Les enfants continuaient de bavarder et de rire, ignorant complètement la petite tragédie qui se déroulait sous leurs yeux. Mais je l'ai entendu clairement, et j'ai vu Marbelle hocher la tête comme si elle était habituée à ce genre de traitement. Elle n'a pas discuté, n'a pas protesté, n'a même pas semblé gênée. Elle a simplement accepté avec une résignation qu'aucun enfant de 10 ans ne devrait avoir à maîtriser. Tous les autres ont commencé à dévorer leur déjeuner comme si de rien n'était. C'était arrivé. Mais je ne pouvais pas me défaire de l'image de Marbelle, assise là, à regarder tout le monde manger, son estomac se ronger. Quel genre de système foireux punit un enfant pour quelque chose qui lui échappe complètement? C'est comme reprocher à un poisson d'être mouillé ou à un politicien d'être décevant. Ça n'a aucun sens. J'ai baissé les yeux vers mon propre déjeuner. Rien d'extraordinaire, juste un sandwich que ma mère avait préparé le matin même, à moitié endormi et en retard au travail. Mais soudain, j'ai eu l'impression de tenir des lingots d'or plutôt que de la bolognaise et du pain blanc. Alors, j'ai fait ce que tout être humain décent aurait fait.
j'ai arraché la moitié de mon sandwich, je l'ai enveloppé dans une serviette comme si j'emballais une précieuse cargaison, et quand personne ne regardait, je l'ai glissé dans la main de Marbelle, sous le bureau. Elle m'a regardé avec ses grands yeux qui semblaient bien trop vieux pour son visage, comme si elle avait vu plus de laideur du monde qu'un enfant ne devrait en voir. « Merci, Riley » a-t-elle murmuré. Et sa voix était si silencieuse, j'ai failli la manquer à cause du chaos de la cafétéria. Mais je l'ai entendue et quelque chose dans sa façon de prononcer mon nom, comme si elle était surprise que quelqu'un l'ait remarqué, se soit soucié d'elle au point de partager, m'a frappé en plein cœur comme une balle au prisonnier. Ce moment, ce simple échange d'un demi-sandwich et d'un merci discret est devenu le fondement de tout ce qui allait suivre. C'était comme planter une graine dans du béton. On ne s'attend pas à ce que quelque chose pousse, mais parfois la vie trouve le moyen de nous surprendre. Parfois, la gentillesse, même le plus petit geste, peut tout changer. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Laissez-moi vous parler de ma mère. Elle a ce super pouvoir qui lui permet de flairer l'injustice à 3 comtés de distance. Et ai-je dit? Parce que certaines traditions méritent d'être préservées. Marché conclu, a-t-elle dit, et elle m'a embrassé sur le parking de l'école, scandalisant probablement les professeurs qui auraient pu nous observer par les fenêtres. Et c'est ainsi que notre histoire a bouclé la boucle. Non pas par des gestes théâtraux ou des déclarations grandiloquentes, mais avec la même gentillesse discrète qui avait commencé. Parfois, les plus belles fins heureuses ne sont en réalité que de nouveaux commencements déguisés. Et parfois, l'amour se résume à veiller à ce que personne n'ait faim. Lorsqu'elle en sent l'odeur, elle se transforme en une force imparable de justice maternelle qui rendrait les super-héros jaloux. Alors, quand j'ai franchi la porte de notre maison ce soir-là, encore sous le poids de voir Marbelle assise là, affamée, tandis que tous les autres se régalaient comme si de rien n'était, j'ai su que je devais tout cracher à cette personne. Qui ferait vraiment quelque chose pour y remédier? Notre maison n'avait rien d'extraordinaire. Un modeste 2 pièces qui avait connu des décennies plus heureuses, avec ce style habité qui trahit une famille ouvrière qui fait de son mieux. La cuisine était le cœur de notre petite entreprise, avec son parquet en linoleum, probablement à la mode à l'époque du disco, et ses appareils électroménagers plus vieux que certains de mes professeurs, mais qui fonctionnaient toujours comme des petits moteurs capables de le faire. Maman se tenait devant la cuisinière, remuant un truc qui sentait le paradis et semblait pouvoir guérir tous les maux du monde, ce qui, chez nous, signifiait généralement sa fameuse sauce spaghetti qu'elle perfectionnait depuis avant ma naissance. « Dis donc, ma petite » lança-t-elle par-dessus son épaule sans même se retourner, car les mères ont ce drôle de radar qui leur indique précisément quand leur progéniture franchit la porte. « Comment s'est passée l'école ?» Et n'essaie même pas de dire « bien », parce que je vois à ton visage que quelque chose te ronge et que ce n'est pas l'angoisse des devoirs. J'ai déposé mon sac à dos près de la porte avec ce bruit sourd et satisfaisant qui marque la fin d'une nouvelle journée dans les tranchées scolaires et je suis allé dans la cuisine où maman vaquait à ses occupations. Elle avait cette façon de faire plusieurs choses à la fois, à faire pâlir d'envie les artistes de cirque, remuer la sauce d'une main, vérifier le pain à l'ail de l'autre, et pourtant, elle parvenait à m'accorder toute son attention comme si j'étais la chose la plus importante dans son univers. Il y a une fille dans ma classe. J'ai sursauté et j'ai immédiatement vu maman se lever, car elle connaissait ce ton. Elle s'appelle Marbelle et aujourd'hui, Madame Dillard lui a annoncé qu'elle ne pouvait pas déjeuner parce que ses parents n'avaient pas payé de frais de scolarité. Maman a arrêté de remuer. Juste arrêté. La cuillère en bois est restée suspendue dans la sauce comme si le temps s'était arrêté. Et elle s'est tournée vers moi avec cette expression qui signifiait que quelqu'un allait lui dire son dernier mot, et que ce ne serait probablement pas moi. Elle a dit à une enfant qu'elle ne pouvait pas manger devant toute la classe. Ouais, comme ça. Froide comme une glace en janvier. Et Marbelle restait assise là, tandis que tout le monde mangeait comme si elle en avait l'habitude. Je sentais ma voix trembler, car rien que d'en parler, mon estomac se retournait comme un bretzel. Maman posa la cuillère et croisa les bras, ce qui, dans le langage universel des mères, signifie que quelqu'un va bientôt être scolarisé. Ce n'est pas bien, Riley. Ce n'est pas bien du tout. Aucun enfant ne devrait avoir faim, surtout pas en guise de punition pour quelque chose que ses parents ont fait ou n'ont pas fait. Je lui ai donné la moitié de mon sandwich, ai-je dit, et l'expression de maman s'est adoucie comme du beurre laissé au soleil. Bien, a-t-elle dit. Et j'entendais la fierté dans sa voix. C'est exactement ce que tu aurais dû faire. Mais un demi-sandwich ne résoudra pas le problème, n'est-ce pas? C'est là que maman est entrée dans ce que j'appelle le mode logistique.
cet engrenage mental qui lui permet de calculer les solutions plus vite qu'un ordinateur qui résout des problèmes de maths. Elle est restée là une trentaine de secondes et j'ai presque pu voir les rouages tourner dans sa tête tandis qu'elle évaluait les possibilités. Puis, comme si elle venait de résoudre le problème de la faim dans le monde, elle claqua des doigts et sourit. « Je prépare déjà le déjeuner de ton père tous les jours, dit-elle, faisant référence au sac repas de son père, qu'elle emballait avec le même soin que la plupart des gens mettent à emballer les cadeaux de Noël. Un de plus, ça ne fera pas de mal. Zut, ça ne fera même pas un trou dans le budget course. » Et voilà, la solution était née. Pas de réunion de comité, pas de paperasse bureaucratique, pas de formulaire à remplir en triple exemplaire. Juste une mère qui avait vu un problème et décidé de le résoudre avec l'arme la plus puissante de son arsenal, des plats faits maison, préparés avec amour et une bonne dose de colère justifiée contre le système qui laisse un enfant souffrir de la faim. Le lendemain matin, maman s'est levée encore plus tôt que d'habitude, ce qui n'est pas peu dire, car elle se lève généralement à une heure que la plupart des gens considèrent comme théorique. Je suis entré dans la cuisine, encore à moitié endormi, et je l'ai trouvé en train de préparer non pas un, mais 2 sacs repas identiques, chacun rempli de nourriture pour une petite armée. On parle de sandwichs coupés en triangles parfaits, car tout le monde sait que les sandwichs triangulaires sont meilleurs, de fruits qui ont l'air vraiment appétissants, de biscuits maison encore chauds sortis du four, et de jus de fruits en briques qu'elle avait probablement achetés en solde, mais qu'elle avait quand même réussi à rendre spéciaux. « Un pour toi, un pour Marbelle », dit-elle en me tendant les 2 sacs comme si elle me confiait des manteaux de lancement nucléaire. Et Riley, assure-toi qu'elle comprenne bien que ce n'est pas de la charité. C'est ce que font les voisins les uns pour les autres. Quand j'ai tendu ce deuxième déjeuner à Marbelle à l'école, ses yeux se sont écarquillés comme si elle venait d'assister à un miracle, ce qui, je suppose, était peut-être arrivé dans son monde. Le sac en papier était chaud grâce à ce que maman avait mis dedans, et il était enveloppé de cette attention que seule une personne qui comprend que la nourriture est l'amour dans sa forme la plus élémentaire peut apporter. Ce simple geste a ouvert les vannes. Nous avons découvert que nous habitions dans la même direction et avons commencé à rentrer ensemble, nos conversations coulant comme de l'eau, trouvant leur cours naturel. Elle m'a parlé de son père, qui était au chômage et avait développé ce que les adultes aiment appeler un problème de jeu, une façon élégante de dire qu'il aimait parier l'argent qu'il n'avait pas sur des choses qui ne rapportaient jamais. Sa mère travaillait tard, à n'importe quel travail qui l'obligeait à essayer de nourrir sa famille et de se loger, menant une bataille qui semblait vouée à l'échec. À l'école, nous faisions toutes les 2 parties de cette foule invisible. Les enfants qui n'étaient pas assez populaires pour être cool n'étaient pas assez bizarres pour être des parias. On vivait juste dans cet espace intermédiaire où les amitiés se forment par nécessité et par une connexion authentique. On est devenu la bouée de sauvetage l'une de l'autre dans un océan de politique sociale de l'école primaire qui n'avait aucun sens pour quiconque doté d'un minimum de bon sens. Et tout a commencé avec la philosophie simple de maman, il y a toujours de la place pour quelqu'un de plus à table, surtout quand celui-ci a vraiment besoin d'une place. Vous savez comme certaines amitiés se développent lentement, comme regarder la peinture sécher ou attendre que sa connexion Internet par ligne commutée charge une page web. Eh bien, la nôtre n'était pas du tout comme ça. Après quelques semaines de déjeuner partagé et de retour à pied ensemble, j'avais l'impression que Marbelle et moi étions amis depuis toujours, comme si nous attendions simplement que l'univers nous présente comme il se doit. Alors, quand j'ai eu cette brillante idée de l'inviter à rencontrer notre chat, Milo, ça m'a semblé tout naturel. Même si, avec le recul, j'étais probablement plus nerveuse qu'un chat à longue queue dans une pièce remplie de rocking chairs. « Et, tu veux venir voir mon chat ?» ai-je demandé un après-midi alors que nous rentrions à pied par notre chemin habituel, en le trottant dans les airs. Gravier se demandait si la pizza de la cafétéria était vraiment de la nourriture ou s'il s'agissait d'une expérience scientifique ratée. Il est plutôt cool, je suppose, pour un chat. Marbelle s'arrêta et me regarda comme si je venais de lui offrir un billet de loterie gagnant. Tu as un chat? Un vrai? Eh bien, oui, dis-je, réalisant soudain qu'avoir un animal de compagnie n'était peut-être pas aussi universel que je le pensais. À moins qu'on ne compte les peluches, mais Milo est bel et bien réel. Il a l'attitude pour le prouver. Le sourire qui éclairait son visage était comme regarder le soleil se lever après la nuit la plus longue du monde. J'adorerais le rencontrer. Maintenant, laisse-moi te brosser un portrait de Milo, parce que ce chat était en quelque sorte l'équivalent félin d'un vieux grincheux qui avait trop vu le monde et qui n'était pas impressionné par rien. C'était un chat tigré roux avec des taches blanches qui semblaient avoir été renversées de l'eau de javel sur lui à des endroits stratégiques. Et il avait cette expression permanente qui suggérait qu'il jugeait constamment tout le monde et les trouvait médiocres.
Maman, je l'avais sauvé du refuge quand j'avais environ 7 ans, et il avait passé les dernières années à s'imposer comme le véritable maître de la maison, nous autres servants de personnel. Quand nous avons franchi la porte d'entrée, maman était dans la cuisine comme d'habitude, mais cette fois, armée de cookies aux pépites de chocolat tout juste sortis du four qui embaumaient toute la maison comme une publicité pour le bonheur. « Eh bien, bonjour », dit-elle à Marbel avec ce sourire chaleureux qui ferait fondre un iceberg. « Tu dois être la célèbre Marbel dont j'ai tant entendu parler. » J'observais attentivement le visage de Marabelle, m'attendant presque à ce qu'elle soit bouleversée ou mal à l'aise. Mais au lieu de cela, elle s'est illuminée comme un sapin de Noël. « Merci beaucoup pour les déjeuners, Madame Patterson. »« Vous n'êtes pas obligée. » »« Absurde, interrompit maman en agitant la main comme si elle chassait les mouches. « C'est comme ça que font les voisins. Il paraît que tu es là pour rencontrer notre célébrité locale. » Comme s'il avait attendu sa queue comme une sorte d'acteur à fourrure, Milo apparut au coin de la rue. Avec cette démarche lente et posée que les chats adoptent lorsqu'ils veulent vous faire comprendre qu'ils vous font plaisir en vous honorant de leur présence. Il a jeté un coup d'œil à Marbel et a fait quelque chose qui m'a profondément choqué. Il s'est approché d'elle et s'est mis à ronronner comme un petit moteur. Il faut bien comprendre que Milo n'était pas ce qu'on appelle un chat humain. Il me tolérait parce que j'habitais là et que je me rappelais parfois de remplir sa gamelle. Et il supportait maman parce que c'était elle, avec ses pouces opposables, qui actionnait l'ouvre-boîte. Mais les étrangers, oubliez ça. Ils traitaient généralement les visiteurs comme s'ils étaient porteurs de la peste et avaient personnellement offensé ses ancêtres. Mais avec Marbel, c'était comme s'il avait attendu toute sa vie pour la rencontrer. Elle s'est assise sur notre vieux canapé cabossé, celui avec des coussins qui avaient connu des décennies de mieux et des ressorts qui grinçaient comme dans une maison hantée. Et Milo a sauté sur ses genoux comme s'il avait été invité à un couronnement royal. Et puis, miracle des miracles, Marbel s'est mise à rire. Je ne parle pas d'un petit rire poli ou de ces rires artificiels que l'on a quand les adultes racontent des blagues pas drôles. C'était un vrai rire. Le genre qui jaillit du plus profond de moi et qui déborde comme l'eau d'un barrage rompu. C'était la première fois que je l'entendais rire, vraiment rire. Et le son était si pur et joyeux que j'en ai ressenti une chaleur et un serrement à la fois. « Il est si doux », dit-elle en passant ses doigts dans la fourrure de Milo tandis qu'il ronronnait à réveiller les morts. « Et il est si orange, comme un petit tigre. » Ne lui fais pas monter la tête, l'avertis-je en m'asseyant à côté d'elle. Il se prend déjà pour le roi de l'univers. À partir de ce jour, Marabelle est venue presque tous les après-midi après l'école. C'est devenu notre routine, aussi naturelle que de respirer. On rentrait ensemble à la maison, on déposait nos sacs à dos devant la porte, on prenait le goûter que maman nous avait préparé, puis on s'installait pour faire ses devoirs sous la surveillance de Milo, depuis différents endroits stratégiques du salon. Maman traitait Marabelle comme si elle avait toujours fait partie de la famille, ce qui, dans son monde, signifiait qu'elle avait droit à tout le traitement. Des questions sur sa journée, des réprimandes douces pour qu'elle mange suffisamment de légumes, et cette attention maternelle si particulière qui parvient à être à la fois protectrice et valorisante. J'ai même vu maman appeler la mère de Marbel un soir pour prendre de ses nouvelles et s'assurer que Marbel pouvait rester si souvent chez nous, parce que c'était exactement le genre de personne qu'elle était. Elle voulait s'assurer que tous les adultes étaient sur la même longueur d'onde pour s'occuper des enfants. Notre maison est devenue le coffre-fort de Mirabelle. Un havre de paix, un endroit où elle pourrait être une enfant normale au lieu de se soucier de savoir s'il y aurait de quoi manger ou si ses parents se disputeraient à nouveau. Elle s'asseyait par terre, Milo affalé sur ses jambes, à travailler sur des problèmes de maths pendant que je me débattais avec mon devoir de lecture à rendre la semaine suivante. Et pendant ces quelques heures chaque jour, le monde extérieur ne pouvait pas l'atteindre. Mais vous savez comment est la vie. Juste au moment où vous pensez avoir tout compris, une surprise vous met à terre. Et notre surprise allait arriver, qu'on y soit prêt ou non. Vous savez comme on dit que le temps guérit toutes les blessures? Eh bien, celui qui a eu cette brillante idée n'a visiblement jamais eu à voir son meilleur ami disparaître de sa vie comme de la fumée au vent. Parce que, laissez-moi vous dire, certaines blessures ne guérissent pas. Elles apprennent simplement à mieux se cacher, tapis sous la surface comme des mines émotionnelles, attendant le moment idéal pour gâcher votre journée. Mais je m'avance un peu. Laissez-moi revenir en arrière et vous dire. Tu as parlé du jour où tout a basculé. Parce que c'est comme ça, la vie, non? Un instant, on se laisse porter par le courant en pensant avoir tout compris, et l'instant d'après, on se retrouve face à une réalité aussi logique qu'un ananas sur une pizza, ce qui, soit dit en passant, est un crime contre l'ananas et la pizza. C'est arrivé un mardi,
parce que c'est le cas, bien sûr. Le mardi est comme le petit frère agaçant des jours de semaine. Moins déprimant que le lundi, mais assez tôt dans la semaine pour vous écraser l'âme avec une efficacité maximale. Marbel avait été plus silencieuse que d'habitude ces derniers jours, ce qui aurait dû être mon premier indice que quelque chose se tramait. Mais étant une petite fille de 10 ans ignorante, je me suis dit qu'elle était fatiguée ou qu'elle était peut-être en train de contracter une maladie. Nous étions assis sur mon porche après l'école, à regarder Milo traquer une feuille qui avait eu l'audace de s'envoler sur son territoire, lorsque Marbel a finalement lâché la bombe qui allait tout changer. Sa voix était si basse que je l'ai presque manqué à cause du bruit de la tondeuse à gazon de nos voisins. Riley, dit-elle, et quelque chose dans sa façon de prononcer mon nom me fit un nœud au cœur, comme si je venais de franchir la plus grande pente des montagnes russes. Il faut que je te dise quelque chose. Je la regardais et vis des larmes s'accumuler dans ses yeux comme des nuages d'orage à l'horizon. Ça n'allait pas être une bonne nouvelle. On ne pleure pas quand on s'apprête à dire à quelqu'un qu'on a réussi son contrôle d'orthographe ou qu'on a trouvé 5 $ sur le trottoir. Mes parents divorcent, dit-elle, et les mots restèrent en suspens entre nous comme une condamnation à mort. Maman dit qu'on va déménager au Nouveau-Mexique chez mes grands-parents. Elle a déjà trouvé un travail là-bas. Je suis presque sûr que mon cerveau a été court-circuité pendant quelques secondes, car l'instant d'après, je la fixais comme si elle venait de m'annoncer que des extraterrestres avaient atterri dans la cour de récréation et voulaient discuter de nos devoirs de maths. Quand, ai-je seulement réussi à dire? La semaine prochaine. La semaine prochaine. 7 jours. 168 heures. Pas assez de temps pour digérer le fait que mon amie, ma seule véritable amie, était sur le point de disparaître de ma vie comme si elle n'avait jamais existé. Mais qu'en était-il de l'école? Et de ces gestes désemparés que je faisais autour de nous? Car comment résumer une amitié avec des mots? Comment expliquer que quelqu'un fait désormais partie intégrante de notre quotidien, au point qu'imaginer la vie sans lui, c'est comme essayer d'imaginer la couleur bleue sans la voir? Je sais, murmura-t-elle. Et maintenant, les larmes coulaient pour de bon, traçant des sillons sur ses joues comme de minuscules rivières de tristesse. Je ne veux pas partir non plus, mais maman dit qu'on n'a pas le choix. Papa jouait de plus en plus, et maintenant on risquait de perdre la maison de toute façon, alors elle n'avait pas besoin de finir. J'ai compris. Parfois, les adultes prennent des décisions qui n'ont aucun sens pour les enfants, mais on est obligé de suivre le mouvement, qu'on le veuille ou non. C'est une de ces dures réalités dont personne ne vous met en garde quand on grandit. Parfois, les gens qu'on aime le plus doivent partir, et on ne peut absolument rien faire pour les arrêter. La semaine suivante a filé comme si on avait accéléré la vie. Chaque jour était précieux et terrible à la fois, comme si on essayait de caser des mois d'amitié dans les quelques après-midi qui nous restaient. Maman était incroyable, bien sûr. Elle a veillé à ce que les derniers déjeuners de Marbel soient vraiment spéciaux. Et elle nous a même conduits chez le glacier du centre-ville pour ce qu'elle appelait un vrai dimanche d'adieu, ce qui n'était qu'une excuse pour nous gâter comme des petits pains tout en faisant semblant de ne pas pleurer derrière ses lunettes de soleil. Le dernier jour de Marbel, elle m'a offert quelque chose que j'ai encore aujourd'hui. Un petit carnet rempli de gribouillis et de dessins qu'elle avait fait pendant nos devoirs. Des petits chats qui ressemblaient à Milo. Des bonhommes allumettes de nous marchant vers l'école. Des fleurs, des cœurs et des motifs géométriques aléatoires qui ne signifiaient probablement rien pour personne d'autre, mais qui étaient pour moi des trésors. Ne m'oublie pas, a-t-elle dit tandis que sa mère chargeait leur voiture de carton, de valises et des vestiges d'une vie qu'il fallait emballer et déménager à l'autre bout du pays. Tu plaisantes, ai-je dit en essayant de paraître plus courageuse que je ne l'étais, comme si je pouvais t'oublier même si je le voulais. Et puis elle est partie, ne laissant derrière elle qu'un bureau vide à l'école et un trou en forme de marbre dans mon quotidien, plus grand que le Grand Canyon. Pendant un temps, nous avons essayé de rester en contact. Des cartes de vœux, une lettre occasionnelle, un coup de fil ici et là, un peu bizarre et guindé, car comment entretenir une amitié à des milliers de kilomètres quand on a 10 ans et qu'on n'a ni email, ni téléphone portable, ni aucune des technologies qui rendent les relations à distance possibles aujourd'hui. Mais la vie a toujours une fin, qu'on soit prêt ou non. J'ai grandi, je me suis fait de nouveaux amis, je suis allé au collège, puis au lycée, où j'ai découvert qu'être timide et maladroite était apparemment ma marque de fabrique. Je n'étais pas populaire, mais je n'étais pas non plus une catastrophe sociale totale. Juste un enfant ordinaire essayant de comprendre comment naviguer dans le champ de mine de l'adolescence sans exploser. L'université, c'était mieux. L'université d'État, un diplôme dans un domaine pratique qui paierait les factures,
et la prise de conscience progressive que je devenais un vrai adulte avec de vraies compétences. Des responsabilités, ce qui était à la fois terrifiant et étrangement excitant. C'est là que j'ai rencontré Jasmine. Laissez-moi vous dire quelque chose sur le fond. Ce n'est pas vraiment un endroit où l'on tombe. C'est plutôt un sous-sol dont on ignorait l'existence jusqu'à ce que quelqu'un ouvre une trappe sous nos pieds et qu'on se retrouve plongé dans un tout autre niveau de « eh bien, c'est nul ». Et c'est exactement là que je me suis retrouvé ce lundi matin fatidique où mon collègue Brent a décidé de me jeter sous un bus si violemment que j'ai pratiquement laissé des traces de dérapage sur la moquette du bureau. Imaginez. Je suis assis à mon bureau chez Morrison Industrial Solutions, je sirote mon 3e café et j'essaie de faire semblant de comprendre pourquoi quelqu'un programmerait une réunion à cette heure. Sérieusement, qui a fait du mal à ces gens? Quand ma patronne l'a raté, Garvey a surgi de son bureau comme une tornade, vêtu d'un costume bon marché. Bon, Garvey est normalement aussi intimidant qu'un hamster en colère, mais quand il a cette veine qui ressort sur son front, on sait que quelqu'un est sur le point de être assassiné professionnellement, aboya-t-il, et tous les employés du bureau se tournèrent pour observer ce qui allait devenir soit une exécution publique, soit l'évaluation de performance la plus inconfortable du monde. Mon bureau, maintenant. Je le suivis dans sa chambre de verre, où il m'informa que j'avais réussi à manquer la plus importante réunion commerciale du trimestre. Une réunion avec Hartwell Manufacturing qui aurait pu nous permettre de décrocher un contrat d'une valeur supérieure à mon salaire annuel. Apparemment, cette réunion était si importante que la manquer équivalait à oublier son propre mariage. En pire, car au moins, un mariage ne déçoit que sa famille et ses amis, pas les projections trimestrielles de l'entreprise. Je ne comprends pas, dis-je, sincèrement perplexe, car je suis plein de choses, mais irresponsable n'en fait pas partie. Je n'ai jamais reçu de notification concernant cette réunion. Quand était-elle prévue? C'est à ce moment-là que Garvey a lâché la bombe qui allait hanter mes cauchemars pendant des semaines. Brent a envoyé les détails de la réunion vendredi dernier. Il a dit qu'il s'était coordonné avec toute l'équipe. Brent, bien sûr, c'était Brent. Le même Brent qui briguait la promotion pour laquelle je travaillais depuis 2 ans. Le même Brent qui avait une personnalité de carton mouillé mais qui avait pourtant réussi à s'attirer les bonnes grâces de tout le monde. Le même Brent dont je réalisais maintenant qu'il avait probablement volontairement oublié de m'inclure dans ce courriel. Répare ça, a dit Garvey en me désignant comme si j'étais un appareil en panne nécessitant une réparation immédiate. Tu as 3 jours pour sauver cette affaire, sinon tu es parti. Et je dis bien parti. Parti. Pas muté au sous-sol. Parti. J'avais donc 72 heures pour accomplir un miracle qui rendrait Moses jaloux, essayant de ressusciter une relation d'affaires ruinée par la politique d'entreprise et ma propre croyance naïve que les gens jouent franc jeu dans le monde professionnel. C'était comme si on me demandait de démêler un œuf les yeux bandés et en monocycle. Théoriquement possible, mais nécessitant plus de chance que d'habileté. C'est ainsi que je me suis retrouvé à traverser la ville à toute vitesse jusqu'à Thorwell Manufacturing, une entreprise qui traînait ses pieds. Ils s'attardaient sur notre proposition depuis des mois, comme s'ils étaient payés à l'heure pour me faire perdre mon temps. Leur bureau était un de ces complexes industriels qui semblaient avoir été conçus par quelqu'un qui considérait l'esthétique comme une maladie contagieuse. Tout en béton, en acier et avec des fenêtres qui n'avaient probablement pas été nettoyées depuis l'administration Clinton. La réceptionniste, une femme qui semblait personnellement insultée par ma simple existence, m'a fait attendre dans un hall qui avait le charme d'un cabinet dentaire mêlé à celui d'une gare routière. Je suis resté assis là pendant 20 minutes, à regarder l'horloge s'écouler les précieuses secondes de ma carrière en déclin rapide, tout en essayant de ne pas penser à la façon dont j'allais expliquer à maman que j'avais réussi à me faire virer sans aucune faute de ma part. Finalement, Travis, leur responsable des achats, a émergé des profondeurs du bâtiment, l'air d'un homme qui préférerait être n'importe où ailleurs sur Terre. C'était un de ces types qui ont probablement atteint leur apogée au lycée et qui se laissent porter par cette gloire depuis, avec cette poignée de main qui suggérait qu'il cherchait constamment à se prouver quelque chose. « Écoute, Patterson, dit-il avant même que je puisse me lancer dans mon argumentaire soigneusement préparé. On hésite depuis des mois. Si tu veux ce contrat, il nous faut une réduction. Point final. 20% de réduction sur ton devis, ou on s'en va. 20%. Il aurait tout aussi bien pu me demander d'opérer avec un couteau à beurre tout en jonglant avec des torchets enflammés. Nos marges étaient déjà plus serrées qu'un jean slim sur un secondeur, et réduire de 20% supplémentaires aurait signifié qu'on les paierait pour prendre notre équipement. Travis, tu sais, je ne peux pas autoriser ce genre de réduction, dis-je en essayant de dissimuler le désespoir dans ma voix.
Mais peut-être que si je pouvais parler à quelqu'un plus haut placé, on pourrait trouver une solution. Juste un dîner d'affaires. 30 minutes de visioconférence avec celui qui prend les vraies décisions ici. Il a soupiré comme si je venais de lui demander de faire don d'un rein. Mais mon patron est de mauvaise humeur ces derniers temps. Coupe budgétaire, pression de l'entreprise. Tu sais comment c'est. Les types s'en prennent à tous ceux qui franchissent sa porte. Je vais tenter ma chance, ai-je dit. Parce qu'à ce moment-là, j'étais prêt à faire des claquettes nues à Times Square si cela pouvait sauver mon emploi. D'accord, a dit Travis. Regardez sa montre comme si chaque seconde passée à m'aider était un affront personnel à son existence. Mais ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu. Monsieur Coulter n'a plus beaucoup de patience pour les argumentaires commerciaux ces temps-ci. 5 minutes plus tard, la porte du bureau s'est ouverte et Monsieur Coulter est entré, le vice-président qui tenait apparemment mon destin professionnel entre ses mains. C'était un homme grand et imposant, avec une prestance qui laissait penser qu'il était né en costume et n'avait jamais douté de lui-même de toute sa vie. Il ne m'a même pas laissé terminer ma phrase d'introduction. Si vous ne pouvez pas respecter notre prix, ne nous faites pas perdre notre temps, a-t-il dit avec la chaleur d'un bâtonnet de poisson congelé. Nous avons 3 autres fournisseurs suffisamment affamés pour travailler avec notre budget. Et juste comme ça, je regardais le canon du chômage, regardant mon carrière encercler le drain comme de l'eau dans une baignoire. Je composais déjà mentalement ma lettre de démission quand une voix derrière moi a arrêté tout froid. Il m'écoutera. Vous connaissez ces moments dans les films où le temps semble ralentir et tout devient dramatique avec la musique orchestrale gonflée et les gros plans de personnes choquées? Eh bien, la vraie vie ne vient pas avec une bande sonore, mais je jure que je pouvais entendre des violons jouer quelque part au loin lorsque cette voix a traversé la tension dans le bureau de Coulter comme un couteau chaud à travers le beurre. Je me suis retourné si vite que je me suis probablement donné un coup de fouet cervical. Et elle était là, une femme en talons qui pourrait probablement être classée comme des armes et un costume d'affaires de la marine qui criait « Je réussis et je le sais ». Elle est entrée dans cette pièce avec le genre de confiance qui vous fait vous demander si elle est née en sachant des secrets que le reste d'entre nous passons toute notre vie à essayer de comprendre. Ses cheveux étaient plus sombres que je ne me souvenais, coiffés dans l'une de ces coupes professionnelles qui ont probablement coûté plus cher que mon paiement de voiture mensuel. Et elle s'est transportée comme si elle possédait non seulement la pièce, mais tout le bâtiment et peut-être le bloc sur lequel il était assis. Mais ce sont ses yeux qui m'ont arrêté froid. Ces mêmes yeux larges et expressifs qui m'avaient regardé avec une telle gratitude plus d'un demi-sandwich il y a toutes ces années. Les yeux qui avaient vu trop jeune, mais qui avaient en quelque sorte transformé cette douleur en force au lieu de l'amertume. Il m'écoutera, a-t-elle répété. Et Coulter, le même gars qui m'a fait rejeter comme si j'étais un vendeur de porte-à-porte encyclopédie, se redressait soudainement comme si quelqu'un venait de le brancher sur une prise électrique. O.M. Vega, balbutia-t-il, et je jure que je pouvais le voir se précipiter mentalement pour passer des engrenages du suzerain de l'entreprise intimidant à un subordonné respectueux. C'était comme regarder un transformateur, sauf qu'au lieu de se transformer en voiture, il s'est transformé en un gars qui savait clairement de quel côté son pain était beurré. Elle n'a même pas reconnu son changement soudain dans le comportement. Au lieu de cela, elle se dirigea vers son bureau avec ses talons tueurs en cliquant sur le sol comme une minuterie à rebours, a ramassé la proposition que j'avais essayé de présenter pendant les 15 dernières minutes, et a commencé à le retourner avec le type de focalisation qui a clairement indiqué qu'elle ne faisait pas seulement écrémer pour les jolies photos. J'ai passé en revue les spécifications, a-t-elle dit après ce qui ressemblait à une éternité, mais n'était probablement que 30 secondes. Sa voix était calme, professionnelle et portait juste assez d'autorité pour indiquer que tout ce qu'elle allait dire n'était pas vraiment une suggestion. Cette machine est exactement ce dont nous avons besoin pour la nouvelle ligne de production. Le prix est juste pour la qualité que nous obtenons. Approuvez l'accord. Coulter semblait avoir été pris entre vouloir discuter et savoir mieux que d'interroger quelqu'un qui l'a clairement dépassé dans la chaîne alimentaire d'entreprise. Vous pourriez pratiquement voir sa calculatrice interne faire des heures supplémentaires, pesant son ego contre sa sécurité d'emploi. Si vous le dites, mademoiselle Vega, a-t-il finalement dit, ce qui, dans corporate, se traduit par « oui, madame ». Quoi que vous vouliez, ne me faites pas virer. Je me tenais là comme un idiot, probablement avec ma bouche ouverte comme un poisson qui venait de dire qu'il pouvait voler, en regardant cette mystérieuse femme sauver ma carrière avec le genre d'autorité sans effort que la plupart des gens rêvent seulement d'avoir. C'était comme regarder un super-héros en action, sauf au lieu d'une cape, elle portait des vêtements de créateur. Et au lieu de lutter contre le crime, elle a combattu la bureaucratie des entreprises.
Puis elle s'est tournée vers moi et ce masque professionnel a glissé juste assez pour révéler un sourire qui était à la fois familier et complètement transformé par le temps et le succès. Riley, a-t-elle dit, et entendre mon nom dans sa voix avait envie de trouver un billet de $20 dans une vieille poche de veste. Inattendu et étrangement merveilleux. Tu ne te souviens pas de moi? J'ai cligné des yeux. Ensuite, j'ai à nouveau cligné des yeux parce que, apparemment, mon cerveau avait besoin d'un moment pour traiter ce que mes yeux me disaient. La femme d'affaires confiante, la présence commandante, la façon dont elle vient de démanteler avec désinvolture les objections de Coulter comme si elle coupait les mouches. Tout était tellement différent de la fille calme et affamée que je connaissais en 5e année qu'il m'a fallu quelques secondes pour relier les points. Mais ces yeux, ce sont les mêmes yeux qui m'avaient regardé avec une si véritable gratitude lorsque j'avais partagé mon sandwich. Les mêmes yeux qui s'étaient allumés lors de sa première rencontre avec Milo. Les mêmes yeux qui avaient rempli des larmes quand elle m'a dit qu'elle s'éloignait. Attendez. J'ai commencé, puis je me suis arrêté parce que mon cerveau essayait toujours de concilier la femme debout devant moi avec la fille dans mes souvenirs. Marbelle. Elle a ri et le son, c'était comme trouver une chanson que vous pensiez que vous aviez oubliée, mais que vous aviez en fait fredonnée dans votre souffle depuis des années. Vous a pris assez longtemps. Mais vous avez dit que votre nom était Madame Vega. Dis-je, essayant toujours de reconstituer le puzzle. Marbelle Vega, a-t-elle expliqué. Et je pouvais voir l'histoire dans ses yeux avant même qu'elle ne le dise. J'ai pris le nom de mon beau-père après que maman s'est remariée. J'ai pensé que ce serait plus facile pour les affaires. C'est à ce moment-là que tout a cliqué sur la proposition, j'ai dit un pinson de jigsaw. La nostalgie a vu le bureau. Un record battu, mais mon cerveau essayait toujours de traiter le fait que la petite fille qui avait l'habitude asseyez-vous dans mon salon, partageant les devoirs et les câlins de chasse était en quelque sorte transformée en cette centrale qui pouvait faire sauter des cerceaux avec quelques mots bien choisis. Croyez-le, a-t-elle dit. Et il y avait quelque chose dans sa voix, pride peut-être, ou la satisfaction, qui m'a dit que le voyage à partir de là n'avait pas été facile, mais cela en valait vraiment la peine. Vous savez à quel point la vie vous lance parfois une courbe que vous avez besoin d'alcool pour la traiter correctement? Eh bien, c'est exactement comme ça que Marbelle et moi nous sommes retrouvés à la taverne de Murphy ce soir-là, assis en face des autres dans un stand qui avait probablement assisté à plus de confessions qu'une église catholique, essayant de rattraper environ 15 ans de vie, tout en prétendant que nous n'étions pas tous les deux. Légèrement stupéfaits par la plaisanterie cosmique que l'univers avait juste joué sur nous. Murphy était l'un de ces bars de plongée qui n'essaient pas d'être autre chose que ce qu'elle est. Un endroit où les travailleurs se décompressent après avoir fait écraser leur âme l'écraser par la machine d'entreprise. L'éclairage était assez faible pour cacher les taches douteuses sur le rembourrage. Le jukebox était coincé quelque part entre 1985 et 1995, et le barman avait l'air d'être là depuis l'administration Carter. Une atmosphère parfaite pour deux vieux amis essayant de comprendre comment diable ils s'étaient retrouvés dans la même pièce après toutes ces années. Ainsi, a déclaré Marbelle, élevant son verre de whisky comme si elle faisait un toast à l'absurdité de la vie, directrice des achats chez Torwell Manufacturing. Pas exactement ce que je me suis imaginé faire à l'âge de 10 ans, mais nous y sommes. Mieux que ce que je vous ai imaginé faire, dis-je, en tirant ma bouteille de bière contre son verre. Je veux dire, vous étiez toujours intelligent, mais vous voyant que vous faites rouler Coulter et jouer comme un caniche de train, c'était autre chose. Elle a ri, et c'était bizarre de voir comment ce son pouvait me transporter tout de suite dans le salon de ma mère avec Milo routing en arrière-plan. Oui, eh bien, il s'avère que l'on doit se battre pour tout, depuis un jeune âge, vous donne des compétences utiles dans le monde des affaires. Qui savait? Nous avions commandé des tacos parce qu'apparemment aucun de nous n'avait mangé un vrai repas toute la journée. Trop pris dans le chaos du travail et de la vie et de la folie générale d'être adulte. La nourriture était exactement ce que vous attendez d'un bar de plongée. Ne gagnant aucun prix culinaire, mais remplissant suffisamment pour absorber l'alcool et donner à nos mains quelque chose à faire pendant que nous naviguons sur ce champ de mine émotionnel. D'accord, alors rattrapez-moi, dit-elle en volant un de mes jalapenos parce que certaines choses ne changent jamais. La dernière fois que j'ai entendu, tu me dirigeais vers l'université. Que s'est-il passé après ça? Et s'il vous plaît dire que c'est à ce moment-là que j'ai dû annoncer la mauvaise nouvelle à propos de Milo, qui avait vécu une bonne vie de la longue, mais avait finalement succombé à un enfant du Père Noël était en fait juste leur oncle ivre dans un costume. C'était. Maman a dit qu'il était allé paisiblement dans son sommeil, rêvant probablement de terroriser le facteur une dernière fois. Je suis désolé, a-t-elle dit, et je pouvais dire qu'elle le voulait. C'était un bon chat. Grumpy, mais bon.
Après cela, je me suis retrouvé à tout renverser. Et je veux dire tout. Toute la saga désolée de mon mariage avec Jasmine, une femme qui semblait parfaite sur le papier, mais qui s'est avérée avoir toute la profondeur d'une flaque en août. Comment nous nous sommes rencontrés à l'université, daté depuis 2 ans, nous sommes mariés parce que cela semblait être la prochaine étape logique, puis a passé 4 ans à réaliser lentement que nous avions à peu près autant en commun qu'un poisson et un vélo. Elle était belle, dis-je, parce que l'honnêteté semblait être le thème de la soirée. Smart, ambitieux, savait comment travailler une pièce comme un politicien. Mais avec le recul, je pense que j'étais plus amoureux de l'idée d'être amoureux que je ne l'étais réellement avec elle. Que s'est-il passé? Demanda Marbelle. Et il y avait quelque chose dans sa voix, pas exactement la pitié, mais une véritable préoccupation mélangée avec le type de curiosité soigneuse que vous utilisez lorsque vous n'êtes pas sûr de vous sur le point de marcher sur une mine terrestre. Son entraîneur personnel s'est produit, ai-je dit, prenant une longue traction de ma bière parce que certaines vérités sont plus facilement avec l'alcool. Guy a nommé Brad parce que bien sûr, son nom était Brad. Apparemment, j'étais trop en sécurité et elle avait besoin de passion. J'ai découvert cela quand je suis rentré tôt d'un voyage d'affaires et que je suis entré en faisant du yoga ensemble, le yoga nu. Dans notre lit, les yeux de Marabelle se sont étendus, puis elle a commencé à rire. Pas le genre de rire méchant qui vous fait vous sentir pire, mais le genre qui reconnaît à quel point la vie peut parfois être ridicule. Yoga nu. Sérieusement, c'est comme le scénario à faire le plus cliché de tous les temps. Avait-elle au moins la décence de paraître gênée? Non, dis-je. Et maintenant, je riais aussi parce que la distance et l'alcool ont un moyen de faire en sorte que même les pires expériences semblent une sorte d'absurde. Elle m'a juste regardé comme si j'étais celui qui avait fait quelque chose de mal en rentrant chez moi. A dit qu'elle avait voulu me parler de notre relation. Quoi qu'il en soit, chic, dit Marbelle, et le sarcasme dans sa voix aurait pu couper du verre. Vraiment chic. Le divorce était assez simple, je continuais parce que, apparemment, j'étais en mode confession complet maintenant. Pas d'enfant, pas d'actif majeur à se battre, juste 2 personnes qui avaient compris qu'ils ne s'aimaient pas beaucoup. Elle a gardé la machine à expresso fantaisie. J'ai gardé ma dignité. Semblait être un commerce équitable. C'est à ce moment-là que je lui ai parlé du travail, du mouvement de backstabbing de Brent, et à quel point j'aurais pu perdre tout avant qu'elle ne se soit plongée comme une sorte de super-héros d'entreprise. J'ai regardé son visage changer en décrivant ce qui s'était passé. J'ai vu quelque chose qui ressemblait à une colère juste de la colère juste dans ses yeux. Attendez, a-t-elle dit, posant son whisky avec le genre de précision contrôlée qui a suggéré qu'elle combattre l'envie de le jeter contre le mur. Ce gars de Brent vous a délibérément quitté l'invitation de la réunion, puis vous a laissé reprocher à l'avoir manqué. À peu près, j'ai dit, les gars ont réussi ma promotion depuis des mois. Je suppose qu'il a pensé que le sabotage était plus facile que de faire un meilleur travail. Le regard sur son visage était le même qu'elle avait l'habitude de recevoir quand les enfants de l'école se moquaient de ses vêtements usés. Furie tranquille mélangée à la détermination de leur prouver le contraire. Ce n'est pas seulement non professionnel, a-t-elle déclaré. C'est tout droit. Oui, eh bien, la politique des entreprises n'est pas exactement connue pour avoir fait ressortir le meilleur des gens, ai-je dit. Mais je pouvais sentir quelque chose de chaud se répandre dans ma poitrine au fait qu'elle se mettait en colère en mon nom. Cela faisait longtemps que personne n'était dans mon coin comme ça. Nous nous sommes assis là un instant, laissant le poids de toutes ces révélations se déposer entre nous comme de la poussière après une explosion. Le jukebox jouait quelque chose de Tom Petty, le genre de chanson qui vous fait vous sentir nostalgique, même si vous ne vous souvenez pas de quoi vous êtes nostalgique. C'est à ce moment-là qu'elle a atteint la table et a fait quelque chose qui a arrêté mon cœur pendant une seconde. Elle a mis sa main sur la mienne, tout comme elle le faisait quand nous étions enfants. Et l'un de nous avait peur ou triste ou submergé par l'injustice générale d'être jeune dans un monde adulte. Riley, dit-elle, et sa voix était douce mais stable, comme si elle y réfléchissait depuis un moment. Je dois te demander quelque chose, et je veux que tu sois honnête avec moi. Tournez, dis-je, bien que mon cœur battait soudainement assez vite pour alimenter une petite ville. Tu vois quelqu'un en ce moment? Parce que si vous ne l'êtes pas. Elle s'arrêta et pendant une seconde, j'ai vu un éclair de la fille incertaine que je connaissais. Celui qui ne savait pas si elle méritait de bonnes choses. Voudriez-vous peut-être essayer de sortir avec vous et moi? Je veux dire, voyez ce qui se passe. Et juste comme ça, l'univers était passé de jouer des blagues pratiques à m'offrir tout ce que je ne savais même pas que je voulais.
Vous savez comment les gens parlent toujours de trouver votre pièce manquante? Comme si vous étiez une sorte de puzzle humain en train de se promener incomplet jusqu'à ce que la bonne personne arrive. Eh bien, je pensais que c'était complet, une de ces philosophies de la carte de vœux qui semble bien mais qui ne signifie rien dans la vraie vie. Il s'avère que j'avais tort parce que sortir avec Marbelle ressemblait exactement à ça. Comme si je me promenais avec un trou en forme de Marbelle dans ma vie depuis 15 ans et que je ne l'ai pas réalisé jusqu'à ce qu'elle le remplit à nouveau. Les premières semaines ont été surréalistes, comme vivre dans une réalité alternative où les bonnes choses m'ont réellement arrivé au lieu du défilé habituel de catastrophes mineures et d'humiliations d'entreprise. Nous nous retrouvions pour un café avant le travail et elle me racontait des histoires sur son ascension dans les rangs de Thorwell. La façon dont elle avait commencé comme stagiaire faisant à peine assez pour couvrir les nouilles ramen et les paiements de prêts étudiants et s'est frayé un chemin à travers une pure détermination et un talent pour voir à travers les BS des entreprises qui rendraient un examinateur polygraphique jaloux. Le secret, m'a-t-elle dit un matin en volant la moitié de mon muffin aux myrtilles, certaines habitudes meurent dures, déterminent que 90% des décisions commerciales ne sont que des adultes en jouant à des jeux élaborés de ciseaux en papier rocheux, sauf qu'ils utilisent des présentations PowerPoint au lieu de gestes de la main. Elle était différente de la fille dont je me souvenais, mais aussi exactement la même chose de toutes les manières qui comptaient. Toujours réfléchie, toujours gentille avec les serveuses et les baristas et quiconque essaie de gagner sa vie avec le public. Il y avait encore cette façon d'écouter qui vous a donné l'impression que tout ce que vous disiez était la chose la plus importante au monde, même si vous vous plaignez de la façon dont la machine à café Office avait atteint la sensibilité et que vous comploriez activement contre le service comptable. Mais maintenant, elle était également nette comme une attaque et drôle d'une manière qui m'a pris au dépourvu. Elle ferait ses observations sèches sur la culture d'entreprise qui était si parfaite, il me ferait renifler du café dans mon nez, ce qui est à la fois douloureux et attrayant, laissez-moi vous dire. La regarder naviguer dans le monde des affaires, c'était comme regarder une masterclass en compétences professionnelles. Elle n'a jamais élevé la voix, n'a jamais perdu son sang-froid, mais a toujours obtenu exactement ce qu'elle voulait à travers une combinaison d'intelligence, de préparation et de ce que je ne peux que décrire comme une impitoyabilité polie. Pendant ce temps, de retour à Morrison Industrial Solutions, Karma venait enfin pour recouvrer la dette de Brent à l'univers. Il s'avère que lorsque vous êtes assez stupide pour laisser une trace papier de votre propre incompétence, ce n'est qu'une question de temps avant que quelqu'un n'en remarque. Talia et Gwen de HR, une femme qui pourrait trouver une aiguille dans une pile de foin tout en étant les yeux bandés et en profitant probablement, m'a appelé dans son bureau environ 2 semaines après l'incident de Thorwell. Alors, a-t-elle dit, en rédigeant des courriels sur l'écran de son ordinateur comme si elle présentait des preuves lors d'un procès criminel. J'ai fait des fouilles dans ce mélange de planification qui nous a presque coûté le contrat Thorwell. Je me suis assis là à essayer de paraître innocent tout en me demandant secrètement si c'était une sorte de piège parce que d'après mon expérience, lorsque les RH veulent discuter, cela signifie généralement que quelqu'un est sur le point de se faire virer et que quelqu'un est généralement moi. Il s'avère que Talia a poursuivi, Brent a envoyé la notification de la réunion à tout le monde dans l'équipe sauf vous, ce qui est intéressant car votre nom était sur la liste de distribution originale, mais en quelque sorte supprimé avant la sortie de l'email. Elle a tourné son moniteur afin que je puisse voir l'horodatage par email et la liste des destinataires, et là, c'était la preuve numérique que Brent m'avait délibérément saboté. C'était comme trouver un pistolet fumant, sauf qu'au lieu de résoudre un meurtre, nous résolvions le mystère de la raison pour laquelle je devais presque être au chômage. De plus, a dit Talia, et je pouvais dire qu'elle appréciait cette partie. Ce n'est pas la première fois qu'il y a des problèmes de communication impliquant Brent et d'autres membres de l'équipe. C'est drôle comment ces difficultés techniques semblent seulement affecter les personnes qu'ils considèrent comme la concurrence. Pour faire court, Brent a été rétrogradé plus vite qu'un ballon en plomb. Transféré à un poste où sa responsabilité principale était d'organiser des placards de fournitures de bureau et de contempler ses choix de vie. Tout comme servi, style d'entreprise, mais la vraie torsion de l'intrigue est venue lorsque Garvey m'a appelé dans son bureau le lundi suivant. J'ai marché en m'attendant à une autre conférence sur les projections trimestrielles ou l'importance des changements de paradigme synergique ou tout autre mot à la mode cette semaine-là. Au lieu de cela, il m'a offert la promotion à laquelle je travaillais depuis 2 ans. Vous êtes resté silencieux et professionnel pendant tout ce gâchis, a-t-il déclaré, qui à Garvey Speak était pratiquement une citation présidentielle pour la valeur. Les week-ends sont devenus de petites aventures parfaites pour se redresser et notre ville. Dimanche, tenant un minuscule chaton orange qui ressemblait à un jeune Milo. Gentillesse ? Ai-je demandé en regardant le chaton tenter d'attaquer sa boucle d'oreille. Parce que ça marche. Peut-être, a-t-elle dit avec ce sourire qui a fait faire mon cœur des choses stupides.
Ça marche? Tout fonctionnait. Pour la première fois depuis des années, peut-être jamais. Tous les morceaux de ma vie semblaient s'adapter comme s'ils avaient été conçus de cette façon. Le travail était bon. Ma vie personnelle était meilleure que je n'osais espérer. Et je passais mes journées avec quelqu'un qui comprenait à la fois d'où je venais et où je voulais aller. L'univers, semblait-il, avait finalement cessé de jouer des blagues pratiques sur moi et a décidé de distribuer des fins heureuses à la place. Et j'étais prêt à accepter ce qui est venu ensuite. Vous savez comment certaines personnes disent cela quand vous le savez, vous savez juste? Eh bien, ces gens ont tout à fait raison et aussi complètement inutiles parce que la connaissance et la face de quelque chose sont deux bêtes entièrement différentes. J'avais su que je voulais épouser Mirabelle environ 6 mois dans notre relation, à peu près au moment où elle a enseigné à l'enfant de mon voisin comment caresser correctement un chat errant tout en négociant simultanément une meilleure affaire sur mon assurance automobile sur le téléphone. Regarder ces actes de gentillesse et de gestion de la vie pratique, c'était comme voir un super-héros découvrir leur pouvoir, sauf au lieu de voler ou de tirer des lasers de ses yeux. Sa superpuissance rendait tout ce qui autour d'elle mieux en étant là. Mais sachant que vous voulez épouser quelqu'un et en train de travailler le courage pour lui demander est aussi similaire que de savoir nager et de sauter de la grande plongée aux Jeux Olympiques. L'anneau avait brûlé un trou dans mon tiroir à chaussettes depuis 3 mois pendant que j'essayais de comprendre le moment parfait, les mots parfaits, le tout parfait. Parce que si vous allez demander à votre meilleur ami d'enfance, transformer l'amour de votre vie pour vous épouser, vous feriez mieux de ne pas le gâcher avec un geste romantique à moitié cuit qui appartient à un mauvais film. L'occasion s'est finalement présentée un samedi après-midi croustillant début octobre lorsque les feuilles faisaient cette chose où ils tournent toutes les couleurs dans la boîte de Crayola et vous font croire que le monde n'est peut-être pas un endroit si terrible après tout. Nous étions chez maman pour notre tradition mensuelle du dîner, quelque chose que nous avions commencé après Marbelle et moi sortons ensemble depuis environ 1 an parce que maman l'avait à nouveau adoptée et me culpabiliserait la trébuche dans la tombe précoce si je ne la faisais pas régulièrement. Vous savez, maman m'avait dit la semaine précédente avec ce regard sachant que la mère est parfaite autour de son premier anniversaire de leur enfant, la cour arrière a l'air particulièrement agréable à cette période de l'année. Parfait pour, je ne sais pas, des conversations importantes. Subtile comme une brique à travers une fenêtre, ma mère. Mais elle n'était pas fausse. La colline derrière la maison de maman était là où j'avais passé des heures d'innombrables heures en tant que gamin et à la création de trilles pour faire des forces, et généralement des travaux ménagères. Pendant ces après-midi d'or quand elle venait après l'école, partageant des collations et des rêves et le genre d'amitié facile qui n'existe que lorsque vous avez 10 ans et que le monde ne vous a pas encore appris à tout penser. Marbelle, Benilla, pensait probablement que je n'étais que nostalgique, surtout quand je l'ai amené à monter le chemin familier vers le sommet de la colline, où vous pouviez voir tout le quartier réparti ci-dessous comme une courte pointe patchwork de rêves de banlieue et d'aspiration de la classe moyenne. C'est alors que Milo a fait sa grande entrée. Eh bien, Milo 2, techniquement le chaton orange et blanc que nous avions finalement adopté dans le refuge après des semaines à regarder. Maman avait été des chats pendant que nous étions au travail, et apparemment il nous avait suivis à l'extérieur parce qu'il avait des problèmes d'abandon et peut-être aussi sens pour des moments dramatiques. Il y a mon bébé, coupé Marabelle, le ramassant pendant qu'il ronronnait comme un minuscule bateau à moteur. Étiez-vous bon pour grand-mère Patterson? La regarder avec ce chaton, voir la façon dont tout son visage s'éclairait de joie pure sur quelque chose de si simple, je savais que je ne pouvais pas attendre une autre seconde. La boîte à bagues avait l'impression de peser environ 50 livres dans ma poche, et mon discours soigneusement répété s'est évaporé comme la brume du matin, ne me laissant que la vérité et l'espoir que ce serait suffisant. Marbelle, dis-je, et elle a dû entendre quelque chose dans ma voix parce qu'elle leva les yeux du chaton avec ces mêmes yeux expressifs qui m'avaient remercié pour un demi-sandwich il y a 20 ans. Oui, a-t-elle dit, et je pouvais la voir traiter mon expression, la façon dont je me tenais, le fait que mes mains tremblaient juste assez pour être perceptibles. C'est à ce moment-là que je suis tombé à un genou, car apparemment, certaines traditions sont trop profondément ancrées pour ignorer, même lorsque vous essayez d'être original. La boîte à bagues est sortie de ma poche comme si elle attendait toute son existence pendant ce moment. Et soudain, tout le reste, le quartier en dessous de nous, les sons de la circulation, même le ronronnement de Milo, s'estompa dans le bruit de fond. À l'époque, je ne vous ai donné du pain, dis-je, et ma voix était plus stable que je ne m'attendais à ce que ce soit. Un demi-sandwich quand vous aviez faim, et vous m'avez regardé comme si je vous ai donné le monde. Mais maintenant je veux tout vous donner. Vraiment, tout. Mon nom, mon avenir, mes terribles blagues et mon incapacité totale à me rappeler où j'ai mis mes clés. Je veux vous donner le dimanche matin et mardi soir et chaque instant entre les deux. Moi pour comprendre les pierres précieuses.
Bien sûr, oui, un homme ridicule. Soit incroyablement bonne chance, soit une intervention divine. Et quand je me suis levé pour l'embrasser, Milo a décidé de tisser entre nos jambes comme s'il bénéficiait de l'union ou essayait peut-être de nous trébucher tous les deux. 3 mois plus tard, nous nous sommes mariés dans la cour de maman juste là sur la même colline où j'ai proposé. C'était une petite cérémonie, juste une famille et des amis proches, exactement comme nous le voulions tous les deux. Maman a crié à travers le tout, ce qui m'a fait pleurer, ce qui a fait pleurer Marbelle, ce qui a transformé notre mariage en une de ces belles catastrophes dont vous vous souvenez éternellement parce qu'ils sont parfaits dans toute leur gloire imparfaite. Même Jasmine a envoyé un message, ce que je devais admettre montrait plus de cours que je n'en ai accordé. Tu as l'air heureux. J'avais tort. Félicitations. Court, doux et étonnamment mature pour quelqu'un qui m'a trompé avec un gars du nom de Brad qui pensait probablement que la littérature était quelque chose que vous avez trouvé dans un gymnase. Nous n'avions pas besoin de grands discours ou de cérémonies élaborées. Nous nous sommes faits. Nous avions maman rayonnant du premier rang. Nous avons eu Milo tentant de détruire les arrangements floraux. Et nous avions le genre d'amour qui avait survécu à la séparation de l'enfance et s'est rendu plus fort pour la distance. Et cela, en ce qui me concerne, était plus que suffisant pour construire une vie. Vous savez comment ils disent que la vie boucle la boucle? Eh bien, la plupart du temps, c'est juste quelque chose que les gens mettent des affiches inspirantes à côté de photos de coucher de soleil et de citations de motivation sur la croyance en vous. Mais parfois, si vous avez vraiment de la chance, cela se produit en fait d'une manière qui vous fait croire que l'univers pourrait avoir un sens de l'humour et peut-être même un cœur. C'était un jeudi après-midi à la fin du printemps, environ 6 mois après notre mariage, lorsque Marbelle a suggéré de passer devant notre ancienne école primaire. Nous avons parlé de fonder une famille, une de ces conversations que les couples mariés ont là où vous planifiez votre avenir tout en essayant simultanément de ne pas le faire en parlant trop. Elle avait mentionné que le fait de vouloir que nos enfants aient de meilleures expériences scolaires que nous l'avions eues, ce qui nous a fait nous sentir nostalgiques à propos de nos propres aventures éducatives dans le pays de l'éclairage fluorescent et de la viande mystère. Vous voulez voir si l'endroit est toujours debout? Elle a demandé, et je pouvais dire par la façon dont elle a dit que ce n'était pas seulement une curiosité inactive. Marbelle avait ce look qu'elle obtient quand elle a un plan de brassage. La même expression qu'elle portait lorsqu'elle était sur le point de réorganiser tout mon appartement ou de négocier un accord commercial qui ferait pleurer les hommes adultes. Jefferson Elementary était exactement la même chose qu'il y a 20 ans, ce qui était réconfortant ou profondément déprimant, selon ce que vous ressentez à propos du concept général de stagnation institutionnelle. Le même bâtiment en briques rouges. Le même équipement de terrain de jeu qui a probablement violé 17 codes de sécurité différents. La même clôture de la chaîne qui a fait ressembler l'endroit à une prison de sécurité minimale pour les très petits criminels. Devrions-nous entrer? J'ai demandé à moitié en plaisantant parce que entrer dans votre ancienne école primaire en tant qu'adulte ressemble au genre de choses qui devraient nécessiter un bordereau d'autorisation de quelqu'un. En fait, a déclaré Marbelle, atteignant son sac avec le genre de but délibéré qui a fait grimper mon compteur de curiosité dans la zone rouge. Oui, nous devrions. C'est alors qu'elle a sorti une enveloppe qui avait l'air suffisamment officielle pour être importante, mais pas assez effrayante pour être un audit fiscal. À l'intérieur se trouvait une lettre adressée au directeur. Et quand elle me l'a remis pour lire, j'ai ressenti la même sensation de chaleur dans ma poitrine que j'avais obtenue la première fois qu'elle avait ri dans notre salon il y a toutes ces années. C'était un don, un grand. Assez pour couvrir les frais de déjeuner non rémunérés pour tout le district scolaire pendant une année entière avec suffisamment de reste pour moderniser probablement l'équipement de la cafétéria et peut-être même embaucher une entreprise de services alimentaires qui ne considérait pas beige comme sa principale esthétique culinaire. La lettre a été écrite dans l'écriture professionnelle précise de Marbelle, mais le sentiment était le cœur pur. Aucun enfant ne devrait jamais être informé qu'ils ne peuvent jamais manger. En bas dans une impression plus petite, il a déclaré que le don était fait en l'honneur de Patricia Patterson, ma mère, qui nous avait appris à la fois que parfois les leçons les plus importantes se produisent autour de la table de la cuisine, pas en classe. Quand avez-vous fait cela? J'ai demandé, et ma voix est sortie un peu plus rugueuse que je ne l'avais prévu, car apparemment j'avais des sentiments à propos de ma femme secrètement incroyables, ce qui devenait un événement régulier. La semaine dernière, elle dit-il, l'air un peu gêné, comme si elle avait été surprise en train de faire quelque chose de noble et ne voulait pas en faire un gros problème. J'y pense depuis des mois, depuis que nous nous sommes fiancés. Ta maman m'a sauvé la vie, Riley, m'a nourri, m'a accueilli, m'a fait sentir que j'appartenais quelque part. C'est juste le payer en avant.
Le secrétaire de l'école était confus mais ravi lorsque nous sommes entrés, et Marbel a expliqué pourquoi nous y étions point 10 minutes plus tard. Nous étions assis dans le bureau du directeur, volontairement pour la première fois de notre carrière, à regarder une femme nommée Madame Rodriguez lire la lettre avec l'expression que l'on a lorsqu'on vient d'assister à un miracle. C'est incroyable, dit-elle, et je la voyais déjà calculer mentalement combien d'enfants bénéficieraient de la générosité de Marbel. Nous avons actuellement 43 élèves sur la liste d'attente pour le déjeuner gratuit, et cela les couvrira tous. Plus tous les autres enfants qui en ont besoin, conclut Marbel. C'est le but. En retraversant les couloirs qui nous avaient autrefois semblé immenses, mais qui ressemblaient maintenant à des couloirs de maisons de poupées conçus pour des personnes 2 fois plus petites que nous, je n'arrêtais pas de penser à nous à 10 ans, la fille affamée et le garçon qui partageait son sandwich. Aucun de nous ne savait que nous semions les graines de quelque chose qui allait devenir cela, une histoire d'amour, une vie ensemble, et maintenant un moyen de s'assurer que les autres enfants n'auraient pas à attendre à la cantine en se demandant s'ils mangeraient ce jour-là. Nous avons fini à la cantine, qui sentait encore le désinfectant et la cuisine collective. Il y avait toujours les mêmes tables où nous avions découvert que la gentillesse pouvait être aussi simple que de couper le pain en 2. Mais cette fois, nous n'étions pas des enfants affamés et effrayés essayant de naviguer dans un monde qui semblait déterminé à nous maintenir à l'écart. Nous étions adultes, mariés, prospères, et nous nous tenions main dans la main là où notre histoire avait vraiment commencé. « Tu as toujours ce carnet ?» ai-je demandé en retournant à la voiture. « Celui que tu m'as donné avant de déménager ?» Elle a souri. Ce même sourire qui avait fait battre mon cœur de 10 ans et qui faisait encore faire des bêtises à mon cœur de trentenaire. Il est dans ma table de nuit. Tu veux y ajouter un dessin? Seulement s'il y a un chat.